Aujourd'hui, un défi de la vérité qui porte bien son nom, puisque nous allons essayer d'aller voir tous les secrets qui restent bien cachés autour du Rwanda et du génocide rwandais. On accueille aujourd'hui Charles Onana, qui a sorti son livre Enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 1994. C'est aux éditions de l'Artilleur. C'est préfacé par Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix argentin en 1980, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était important que monsieur Adolfo Pérez Esquivel fasse cette préface dans votre livre. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très engagé, c'est un intellectuel de très haut niveau, qui a fait ses preuves dans la lutte contre les dictatures en Amérique latine. Et c'était un Argentin qui, ça a récompensé son travail en 1980. C'est ça. Et puis, surtout, il est impliqué dans la procédure espagnole qui mène des investigations depuis longtemps sur les crimes qui ont été commis au Rwanda et en République démocratique du Congo. Donc c'était un acteur important, principal dans le dossier de l'attentat également. Alors, juste avant d'aller sur ces enquêtes qui sont passionnantes, et d'ailleurs j'en profite, je prends 2 minutes pour dire bravo pour comment ce livre est écrit. Souvent quand c'est des universitaires qui écrivent, j'ai pas de problème à le dire, souvent c'est pas toujours facile à lire, c'est toujours très technique et tout ça, là, ça se lit très bien. C'est parce que vous êtes docteur en sciences politiques, pardon, j'ai oublié de le rappeler. C'était un peu important pour vous d'écrire clairement pour les gens. Absolument. Pour que ce soit accessible. J'ai 2 casquettes. J'ai une casquette journaliste d'enquête et j'ai une casquette de chercheur. Donc évidemment, j'ai compris la passerelle qu'il y avait entre les deux, l'importance de dire en des termes très simples des choses qui sont très complexes et parfois difficiles à expliquer. Alors justement, pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous avant de commencer, vous vous êtes beaucoup attaqué ces derniers temps, ou surtout en 2019, où on vous a dit j'ai une négationniste du génocide Tutsi. Premier truc, donc c'était une incompréhension, vous ne niez pas qu'il y a eu le génocide en 1994, qu'on soit bien clair. Écoutez, moi, le génocide n'est pas mon sujet. Il n'a jamais été mon sujet dans le traitement dans mes travaux sur le Rwanda, mais le génocide est la conséquence d'un événement central qui est la lutte armée pour la conquête du pouvoir. Et les gens ont considéré que le génocide ayant fait l'objet d'un tribunal pénal international qui a été créé pour juger les auteurs du génocide, le génocide a pris une telle place dans la tragédie rwandaise qu'on en est arrivé aujourd'hui à oublier les causes de cette tragédie. Or, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé depuis le début, c'était d'abord l'attentat qui est l'événement déclencheur du génocide et de la lutte armée qui est également le cheminement, le long cheminement pour la conquête du pouvoir. Donc, en tant que politologue, c'est la conquête du pouvoir qui m'intéresse et ce sont les actions des acteurs politiques qui m'intéressent et pas le génocide. Mais on a absolument voulu me faire passer pour quelqu'un qui niait le génocide parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on ne peut pas attaquer le message, on attaque le messager. Parce qu'en réalité, c'est le message. Le messager est beaucoup plus important dans la transmission du message que c'est votre crédibilité. Absolument, parce que lorsqu'on attaque le messager, on tue le message. C'est très clair. Donc, pour que le message ne soit pas audible, pour qu'il soit brouillé, il faut discréditer le messager. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Et en France, on essaye de faire ça sur vous. Absolument, comme on le fait sur beaucoup de chercheurs sérieux, comme le professeur Perron, comme Dr Raoult, comme plein d'autres personnes qui sont des gens très compétents dans leur domaine, qui... vous aurez remarqué, par exemple, que personne ne viendrait affronter le professeur Perron ou le professeur Raoult sur les questions qu'ils traitent. Mais par contre, on attaque les personnes. Donc, c'est une vieille technique de propagande, c'est une technique de guerre psychologique qui a fait ses preuves dans l'armée américaine, dans l'armée française, dans l'armée anglaise. On a toujours utilisé ces techniques quand on veut discréditer l'ennemi. On s'attaque, on ne s'attaque pas à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. On essaye d'insinuer des choses qu'il serait en train de faire ou qu'il aurait fait. Mais en fait, c'est une méthode pour simplement empêcher qu'il parle ou qu'on entende ce qu'il dit.
Mais c'est grave du coup ce que vous dites. Alors, je fais un peu le candide et tout ça parce que je suis obligé en temps dans cet entretien, mais c'est grave pour la démocratie ce que vous dites. On n'a pas une bonne qualité d'information. C'est extrêmement grave parce que c'est ceux qui parlent fort. Et sur le Rwanda, en fait, c'est aussi, on n'a pas de bonne qualité d'information. C'est ça que vous dites en général, là où on en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois. Oui, voilà. je peux simplement vous dire, pour avoir travaillé beaucoup sur les chercheurs, surtout les chercheurs qui ont travaillé sur le Rwanda, je peux vous dire que 99% de publications sont à mettre à la poubelle. Wow. Je le dis tranquillement parce que, effectivement... Mais de chercheurs comme vous, en sciences politiques... La meilleure preuve, c'est qu'en France, par exemple, vous avez des auteurs comme le professeur Stamp et Davenport, qui sont des grands professeurs de l'Université du Michigan, qui ont fait des travaux très importants sur le Rwanda pendant près de 10 ans. Eh bien, ils ne sont même pas cités dans la bibliographie aujourd'hui des chercheurs français, pas seulement français, mais des chercheurs européens sur la tragédie du Rwanda. Et vous avez également un professeur un monsieur qui s'appelle Barry Collins, qui a soutenu une thèse doctorat dans laquelle il dit en Angleterre. Quand je parle des États-Unis et de l'Angleterre, je parle des pays qui ont soutenu Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, pour prendre le pouvoir par la violence en 1994. Donc vous avez des gens, des professeurs, des éminents professeurs dans ces pays-là, et des journalistes aujourd'hui qui commencent à publier des ouvrages très importants, très sérieux et très documentés, mais qui ne sont pas accessibles en France et qui ne sont pas accessibles en langue française. Et donc que même les chercheurs qui parlent anglais et qui lisent l'anglais, ils ne citent jamais parce qu'ils considèrent que ce sont des gens pas recommandables, en tout cas parce que le discours officiel ne permet pas que ces gens-là soient recommandables. Alors justement, donc on va aller, on va voir tous les tenants et les aboutissants de ce sujet. Juste avant, un mot sur Macron, par exemple, donc, qui a fait le jeudi dernier, le jeudi 27 mai, qui a fait son allocution, où il a dit que la France avait de fortes responsabilités dans le génocide, ou en tout cas avait des responsabilités. Est-ce que pour vous, alors il a dit que la France avait été aveugle. Donc le gouvernement de Mitterrand, à l'époque, avait été aveugle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est juste tiré sur Mitterrand? Est-ce que c'est honnête quand il dit ça? Je pense qu'il ne comprend pas très bien ce qu'il dit sur ce sujet. Okay. En tout cas, je le dis sans que ce soit un manque de respect ou de considération pour le président de la République. Mais je pense que ceux qui lui font les notes sur le Rwanda n'ont peut-être pas fait un travail correct et objectif pour lui permettre de tenir un discours précis. Je m'explique. Lorsqu'on parle d'aveuglement, je pense que tous les Français, que ce soit... D'ailleurs, il faut qu'on comprenne que dans la matière de politique étrangère, la question gauche-droite n'est pas très pertinente. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous dirigez, vous menez la politique étrangère d'un pays comme la France, en Afrique et dans d'autres pays, c'est l'ensemble de la France que vous engagez, d'une certaine façon. Donc là, les clivages politiques internes doivent rester au placard. Mais c'est pas l'ensemble de la France, du coup, c'est le gouvernement français. C'est pas, les Français n'ont pas eu de rôle à jouer. Oui, enfin, bon, parlons de l'aveuglement. Ouais. Bon, en France, tout le monde sait que François Mitterrand était une personnalité politique très respectée en Europe. En France également. Bon, je me souviens d'ailleurs des gens qui avaient foncièrement peur de François Mitterrand dans ce pays, pour son charisme, bon. Mais je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai suivi dans la politique intérieure française, que François Mitterrand était quelqu'un qui était aveuglé par un certain nombre de personnalités politiques, même quand il les respectait. Et il connaissait bien le sujet. Bon, oui. Alors, comment peut-il être devenu subitement aveugle au Rwanda? C'était une question que je vous posais. Il connaissait bien le sujet, puisqu'ils avaient participé à la guerre civile et ce genre de trucs avant le génocide. Bien sûr, parce qu'entre 1990, à partir de 1990, donc qui est le début du conflit armé au Rwanda pour la prise du pouvoir, parce que c'est ça, tout commence par là. Le 1er octobre 1990, une rébellion Tutsi. Il faut rappeler que les Tutsis au Rwanda étaient une population minoritaire, 14%, avant la tragédie de 1994. Les Tutsis sont un groupe ethnique. Un groupe ethnique au Rwanda,
considéré comme un groupe ethnique. Voilà. Il y À avait l'époque, selon le il y avait les Hutus qui étaient il y avait les le Hutus groupe qui étaient majoritaire. le groupe majoritaire. C'est eux que l'on a accusés, pour un rappel historique pour voilà, ceux qui ne connaissent pas forcément bien le sujet. Les Hutus étaient 85%, là vous disiez. Absolument. Donc, et il y avait donc, parmi les minoritaires, il y avait les Tutsis qui étaient minoritaires 14% et les Tois ultra minoritaires 1%. Qui étaient les ouvriers, les artisans, du coup. Non, pas nécessairement. C'était une catégorie sociale qu'on considérait effectivement comme le peuple de la forêt, etc. etc. Mais bref, c'était le peuple ultra minoritaire. Donc quand le FPR de Paul Kagame, donc la minorité Tutsi qui est en Ouganda, qui était partie en exil en Ouganda, veut revenir prendre le pouvoir au Rwanda par les armes en 1990, François Mitterrand décide donc d'empêcher cette prise de pouvoir par la force et par la violence. C'est cette initiative qui a amené les deux partis, c'est-à-dire le président en exercice, le président Habyarimana qui était au pouvoir à l'époque, d'accepter des négociations de paix avec les assaillants pour qu'ils puissent finalement partager le pouvoir. C'est-à-dire qu'on allait s'acheminer vers un partage de pouvoir entre les Hutus et les Tutsis. Voilà le décor. Et c'est dans ce cheminement-là qu'aujourd'hui, par exemple, le président Macron et d'autres disent que, le rapport des historiens, entre guillemets, qui lui a été fait, parle d'aveuglement. Bon, alors, parler d'aveuglement, on ne nous donne pas des éléments précis d'aveuglement, parce que quand on utilise un terme comme celui-là concernant un chef de l'État qui a amené une politique, il faut quand même apporter des éléments précis. Et là, il n'y a pas d'éléments précis. Et donc tout le monde reprend. Moi, je veux bien. Hein, je n'ai jamais été mitterrandien. Je ne supporte pas le président Mitterrand. Mais je pense qu'en politique, quand vous recherchez la vérité. Voilà, je ne fais que rechercher la vérité. Quand on peut accuser Mitterrand sur un tas de sujets sur lesquels il a fait des erreurs ou d'appréciation, mais sur le dossier du Rwanda, mais vraiment, il faut être honnête. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être de gauche ou de droite. Ce qui est même surprenant, c'est que ce sont les gens de gauche qui attaquent le plus François Mitterrand sur ce dossier. Et c'est étonnant qu'il ne soit pas en mesure de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, je le dis, je le répète, et je mets quiconque au défi de venir me prouver le contraire, que Mitterrand a voulu empêcher un bain de sang, une prise de pouvoir par la violence en 1990. C'est ça l'effet. Donc si on a des erreurs qui ont été commises dans cette volonté d'empêcher une prise de pouvoir par la force, eh bien qu'on nous dise en quoi est-ce que ça aurait été un acte d'aveuglement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que cette volonté de prendre le pouvoir par la force, le Paul Kagame, la minorité Tutsi qui était en Ouganda, n'a jamais renoncé à cela. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur la table de négociation en renforçant constamment Alors, la minorité Tutsi qui était en Ouganda, c'était ceux qui étaient partis en 1962 pour en 1959, 59, et du coup parce qu'il y avait un changement de régime au Rwanda, c'est-à-dire qu'on dit encore que bon oui il y a eu un génocide, mais les choses ne sont pas passées exactement comme ça. Il y avait une minorité. C'est juste pour expliquer. Oui, c'est juste pour expliquer pourquoi ils sont partis en Ouganda. Voilà, il y avait une minorité, une monarchie au Rwanda qui a régné pendant des siècles, qui a dominé les Hutus et les Tois. Et donc, en 1959, donc à la veille des indépendances africaines, eh bien, les Hutus majoritaires ont décidé de changer de régime. Et c'est le changement de régime qui a produit donc l'exil de ceux qui étaient au pouvoir, qui détenaient le pouvoir absolu. Donc voilà comment les choses se sont passées. Donc quand on revient donc en 1990, l'objectif c'est évidemment d'empêcher cette prise de pouvoir par la violence, mais la minorité Tutsi, elle n'a pas renoncé à ça. Donc, les rebelles Tutsis vont occuper presque la moitié du pays, enfin toute la partie nord du pays, pendant plusieurs années. Donc ils vont faire les négociations d'Arusha en occupant toute la partie nord du pays. Et ils vont demander, il faut faire pression sur la France pour que la France retire ses troupes. Et la France va obtempérer en retirant ses troupes fin 1993. Et après le retrait des troupes françaises, je crois 3 mois après, c'est-à-dire le 6 avril 1994, eh bien, les rebelles Tutsis du FPR abattent l'avion du président qu'ils voulaient chasser du pouvoir depuis 1990. Ah là, vous y allez cash, du coup. Donc c'est eux, c'est le FPR, donc le Front Patriotique Rwandais, ouais, avec donc Paul Kagame, qui est aujourd'hui le président, qui est Tutsi et qui est aujourd'hui président rwandais. Donc, alors, dans le livre, vous dites, a priori c'est du
tout le bon sens nous apporte à penser que c'est Paul Kagame qui a commandité, ou je sais pas comment on peut dire, enfin qui est le FPR qui a abattu cet avion, mais c'est pas clair. Là, vous le dites clairement, c'est le FPR qui a tiré sur le président. Même pas moi qui le dis. Vous savez, il y a eu plusieurs enquêtes. Moi, j'ai travaillé sur les enquêtes judiciaires. Bon, je rappelle simplement que le président Kagame lui-même avait déjà déposé une plainte contre moi en 2002, lorsque j'avais publié mon tout premier livre sur le Rwanda. C'était sur l'attentat, c'était pas sur le génocide. 48 heures avant le procès, il a retiré sa plainte. Parce que, eh bien, j'étais venu, j'avais quand même remis près de 3000 documents à la justice à l'époque, et puis j'avais quand même une liste des témoins parmi lesquels il y avait des diplomates de l'ONU, et puis surtout le colonel Luc Marshall, qui était le commandant des casques bleus de l'ONU, qui venait témoigner en ma faveur. Donc, il avait compris, je pense aussi, grâce à ses avocats, que ça n'allait pas être une partie de plaisir, qu'on allait effectivement produire des éléments attestant que le FPR a abattu l'avion. Il a retiré sa plainte. Donc, le problème, c'est que par la suite, il y a eu un magistrat belge, le juge Van Winsen, qui avait été allé au Rwanda pour enquêter sur cette affaire-là. Alors, parce que les Belges ont tout de suite voulu se déculpabiliser et ont lancé une enquête. Bon, il y avait eu des accusations mettant les Belges en accusation. Enfin, il y avait eu les toutes premières accusations mettaient les Belges en cause dans cette affaire-là. Mais les Belges ont mené des investigations, notamment les forces aériennes belges avaient mené des investigations qui étaient des investigations techniques, qu'il n'y avait pas de volet politique dans leur travail. Donc, ils cherchaient à savoir techniquement qui était en mesure d'abattre un avion avec un missile SAM-16 le 6 avril 1994. Ils sont arrivés à la conclusion que les Hutus ne pouvaient pas abattre cet avion puisqu'ils n'avaient pas de missile SAM-16 et que les seuls qui pouvaient avoir un missile SAM-16... Les Hutus n'avaient pas d'armes. Pas de ce type. Ils n'avaient pas d'armes de ce type. Et pour une raison très simple, c'est que... Les Tutsis en face n'avaient pas d'avion ou ce genre de truc. Voilà, exactement. Mais mieux que ça, c'est qu'il y avait quand même eu, pendant les accords d'Arusha, un processus de désarmement quand même des Hutus. C'est-à-dire que, comme on envisageait un partage de pouvoir... C'était à peine un an, pardon, mais c'était à peine un an avant, du coup, ces accords de désarmement. Avant oui, bien sûr. Donc, si c'était pas encore totalement désarmé. Non, le processus qui a conduit aux accords d'Arusha intégrait le fait que les Tutsis et les Hutus devaient être dans une même armée. Donc il n'y avait plus besoin de s'armer pour faire la guerre. Il y avait besoin de mettre les gens ensemble, de ce qu'on peut appeler des frères ennemis, pour partager le pouvoir. Bon, or, le FPR de Paul Kagame ne voulait pas de ce partage de pouvoir. Et donc, évidemment, les Hutus ont joué le jeu pendant cette période-là, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies qui le disent, qui montrent effectivement que les Nations Unies, la MINUAR, la mission des Nations Unies qui était sur place, avait le contrôle des armements des deux parties. Et la seule partie qui jouait le jeu du désarmement et de la transparence dans ce domaine-là, c'était les Hutus. Et le FPR ne l'acceptait pas. Il y avait des contrôles qui étaient faits. Moi, j'ai eu des rapports de la MONUR, ce qu'on avait appelé le groupe d'observateurs neutres, qui attestaient que dans la nuit, le FPR transportait des armes. Il y a eu des transfuges du FPR eux-mêmes qui ont attesté qu'ils sont venus enterrer des armes pendant le processus. Donc, ce qui va se passer en 1994 montre très clairement que le FPR était prêt, non pas à faire la paix et à accepter le partage du pouvoir, mais à faire la guerre et à renverser le régime en place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas qu'on parle de ce processus qui a amené au génocide et à l'extermination des groupes de population et au massacre que tout le monde a vu sur les chaînes de télévision françaises. On préfère parler du génocide comme si le génocide vous permettait d'expliquer tout. Et du coup, les Hutus, avant cela, les Hutus étaient suspectés. Enfin, c'est étrange de se dire que les Hutus auraient tiré sur l'avion de leur propre président. Comment est-ce qu'ils étaient Vous posez une très bonne question. Ça, c'est le type de question qu'on devrait poser. Quel est l'intérêt pour un groupe qui ne veut pas quitter le pouvoir, qui ne veut pas partager le pouvoir, d'abattre l'avion du président qui veut rester au pouvoir? Parce que quand on abat l'avion du président qui veut rester au pouvoir, il n'y a plus de président. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire pourquoi
quel était l'intérêt des Hutus d'abattre l'avion de leur président? Puisque non seulement ils ont perdu leur président, mais en plus ils ont perdu le pouvoir. Ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que poser un acte pour perdre le pouvoir et perdre son président, il faut vraiment être stupide pour le faire. Oui, on est d'accord. Donc certains ont dit que ça pouvait être les Hutus seulement parce que c'était les génocidaires, que c'était devenu... Alors, il y a tout. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez de façon précise sur ce dossier, les gens essaient toujours de trouver une excuse, un échappatoire. Bon, on dit d'abord que le président Habyarimana, le président Hutu qui était au pouvoir, était un extrémiste. Donc, comme il était un extrémiste, il a préparé le génocide. Sauf qu'il est mort avant que le génocide n'ait lieu, puisque le génocide commence le 7 avril, lui meurt le 6 avril. Bon, alors, il n'exécute pas le plan qu'il aurait. Après, quand on se rend compte que, en fait, les choses ne sont pas très cohérentes, on dit non, finalement, ce président était modéré, et donc ce sont les extrémistes Hutus qui ont tué. Mais alors, on dit, mais dans quel intérêt les extrémistes Hutus avaient intérêt à tuer le président, puisqu'il n'y avait plus du tout de Hutus pour pouvoir gouverner. C'est-à-dire, une fois qu'on a tué, même si le président est modéré, quand vous tuez le président qui est censé être votre champion, vous n'avez plus de président. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, qui prend le pouvoir, qui bénéficie de tout ça, c'est pas un extrémiste Hutu qui prend le pouvoir, c'est plutôt le FPR de Paul Kagame et les extrémistes Tutsis qui, eux, prennent le pouvoir. Donc là, il y a une confusion qu'il faut définitivement lever. Et c'est pour cette raison que j'ai essayé de faire ce livre, pour que les gens comprennent qui sont les auteurs et les bénéficiaires de l'attentat. Et alors, j'aimerais qu'on parle d'un truc assez marquant que vous relatez dans ce livre. Juste après, il faudra qu'on parle des 3 Français qui sont morts dedans. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas tout pour qu'on sache la vérité et qu'on rende hommage à ces Français qui sont morts? Là, par rapport à ça, justement, entre les Hutus et les Tutsis, vous dites que Paul Kagame, lui, ne se cache même plus, en fait. Il dit qu'on était en guerre et il fallait tous les moyens. Il cite cette phrase, si vous voulez en parler. Ben oui, mais alors, il est interrogé par un journaliste de la BBC qui lui demande, mais pourquoi vous avez tué le président Habyarimana? Mais il dit, mais on était en guerre. On était en guerre. Il dit pas, mais je ne l'ai pas tué. Il dit non, il ne commence pas par dire, je ne l'ai pas tué, je ne sais pas, ou que je participe à faire des enquêtes pour savoir pourquoi il est mort. Il dit non, mais moi, on était en guerre. Donc il y avait toutes les raisons qu'il soit mort parce qu'il y avait la guerre. C'est choquant ça. Est-ce que ça peut être sorti de son contexte? J'essaye de savoir. Est-ce que ça peut, quand vous l'avez entendu, ce passage sur la BBC? Non, le problème c'est que le journaliste a insisté en lui disant, mais vous ne devez quand même pas le tuer. Et lui, il n'en démord pas en disant que mais finalement, il y avait des gens de son groupe ethnique qui ont été massacrés, ce qui est vrai. Mais lui, il était un acteur très important. Pourquoi il n'a pas tout fait pour empêcher que ces gens soient massacrés? D'autant plus que son armée a gagné la guerre, non seulement contre l'armée gouvernementale, donc tout entière, mais en plus, il a réussi à faire vider le Rwanda de toute sa population. Une masse tout le monde a vu ça sur les chaînes de télévision. Les Rwandais allaient se diriger massivement vers le Congo. Donc, s'il avait la capacité de défaire militairement l'armée gouvernementale et qu'il avait la capacité de quadriller quasiment tout le pays, de prendre possession de tout le pays, comme il s'est arrivé au mois de juillet, pourquoi n'a-t-il pas fait le maximum pour empêcher que les Tutsis soient massacrés? Et ça, j'ai encore découvert des articles, pas des articles, mais des rapports. Oui, il y a beaucoup d'incohérences autour de M. Kagame. Il y a énormément d'incohérences. Surtout, il y a quelque chose de marquant, je vous laisse continuer, mais c'est que il en sait beaucoup et à chaque fois, il fait, pas d'entrave, mais il fait obstacle à la justice. Il ne répond pas toujours quand il faut, ou ce genre de truc. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans la justice espagnole, c'est-à-dire que la justice espagnole, les Espagnols ne sont pas des Français, ce n'est pas des Belges, ils n'ont aucun lien avec la région des Grands Lacs africains. Bon, il y a des Espagnols qui sont tués au Rwanda en 1994. Des familles espagnoles saisissent la justice espagnole pour faire des enquêtes. La justice espagnole fait des enquêtes et arrive à la conclusion qu'il faut lancer 40 mandats d'arrêt internationaux contre des proches de Kagame. Et le juge espagnol dit clairement que Kagame est l'un des commanditaires de tous ces crimes et aussi de l'attentat. C'est très clair dans le mandat d'arrêt du juge espagnol. Bon, et que fait... C'était le juge Andreu Meirelles. Oui, exactement. On a fait énormément de pression sur lui. C'est un passage très intéressant, tu dis, pour ça. Mais exactement. Vous avez
l'ambassadeur américain. Parce que les Espagnols étaient indépendants, enfin, avaient très peu de liens avec le Rwanda. Aucun lien, on ne peut pas. C'était des membres d'organisations non gouvernementales, des médecins du monde, qui ont été tués par les hommes de Kagame. Donc, on se retrouve dans une configuration où, si on veut supposer que la justice française est aux ordres, si on veut supposer que la justice belge est aux ordres, si on veut suspecter n'importe quelle autre juridiction, la justice espagnole, personne ne peut la suspecter. Mais là, l'ambassadeur américain à Madrid va carrément voir le ministre des Affaires étrangères espagnol en lui disant qu'il faut faire annuler les mandats d'arrêt contre les projets de Kagame. Et il ne s'arrête pas là. On va voir également que, parce qu'il va y avoir une procédure qui va être initiée en Grande-Bretagne, où un membre très proche collaborateur de Paul Kagame va se rendre en Grande-Bretagne pour des soins. La justice espagnole est informée. Le juge demande de faire exécuter les mandats d'arrêt en Grande-Bretagne. Et c'est le procureur britannique qui va personnellement en Espagne pour demander au juge de faire annuler. Et qui est l'avocat de ce suspect? C'est la femme de Tony Blair. Donc, vous comprenez que dans cette affaire-là, vous avez des pressions qui viennent à la fois des États-Unis et de la Grande-Bretagne et pas des petites personnalités. Et vous comprenez pourquoi en France, eh bien, le discours est à sens unique. Ceux qui tiennent un discours qui vise à éclairer, à expliquer, à démontrer ce qui s'est passé, eh bien, sont attaqués pour négationnisme, pour toutes sortes d'accusations qui sont indémontrables. Or, moi, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement d'expliquer les choses et de démontrer. Et je demande toujours que mes contradicteurs acceptent un débat public pour qu'on puisse savoir qui apporte des éléments précis, qui n'a pas d'éléments et qui fait du bavardage ou qui accuse de façon péremptoire. Moi, je n'accuse personne. Là, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de ce sujet-là. Ils font du bavardage, ceux qui parlent, les experts du Rwanda qui viennent. Mais écoutez, si vous voulez, je ne sais pas si vous faites à M. Duclerc. Mais enfin, je vous pose la question générale. La plupart des gens qui parlent, qui vont dans le discours sur la réconciliation entre la France et le Rwanda, tiennent un discours qui écarte la vérité. Il y a la vérité des faits. Parce que dans ce dossier-ci, on est dans l'une des plus grandes falsifications de l'histoire politique franco-africaine de ces dernières années. Et quand je dis franco-africaine, c'est dans le sens des relations entre la France et le Rwanda. Et qu'on comprenne bien, genre en France, qu'est-ce que la France pourrait avoir à jouer là-dedans? Parce qu'elle avait des liens avec les Hutus à l'époque, mais là, quel autre secret est-ce qu'on tente de garder pour la France? On peut poser la question, par exemple. C'est l'attentat. C'est les auteurs de l'attentat. Parce que la France est auteur de l'attentat qui a tiré sur l'avion de monsieur Mais en France, on sait qui a tiré sur l'avion. Le problème, c'est qui est grave dans le processus en France, c'est que la justice française a été saisie par des veuves françaises. Et ce sont des personnalités politiques en France qui ont agi de façon suspecte dans le discrédit qui a été fait à l'enquête du juge Bruguière, l'enquête du juge Bruguière est arrivée au lancement de 9 mandats d'arrêt contre les proches de Kagame. Et quand M. Kouchner est arrivé au pouvoir avec Sarkozy, eh bien, il y a eu 2 voyages qui ont été effectués à Kigali. Le premier voyage par M. Kouchner au mois de janvier 2010, le second en février par M. Sarkozy. Et il était question de l'enquête du juge Bruguière et de ne plus entendre parler de ce dossier. Et M. Kouchner lui-même a reconnu que les autorités rwandaises lui avaient demandé de faire quelque chose pour les mandats d'arrêt du juge Bruguière. Et effectivement, ils ont eu accès au dossier et c'est à partir de ce moment-là qu'une campagne de discrédit a été déclenchée contre le juge Bruguière et contre son enquête. Voilà comment les choses se sont passées. Et là, on n'est plus sur le volet judiciaire, on n'est plus sur les faits historiques, on est sur la politique. Et le problème dans cette affaire-là, c'est que la politique interfère beaucoup dans le dossier judiciaire. Et ça, que ce soit dans le cadre de l'enquête espagnole, comme je l'ai dit, mais aussi dans le cadre de l'enquête du tribunal pénal international. Parce que figurez-vous quand même que le procureur Carla Del Ponte a été évincé de son poste de procureur au tribunal pénal international parce qu'elle avait décidé de mener des investigations sur les crimes commis par les hommes de Paul Kagame, par la minorité Tutsi au pouvoir. Et on l'a évincé comme ça d'un coup. Mais bien sûr, sous la pression des États-Unis et de la Grande-Bretagne, elle a été évincée. Je l'ai rencontrée dans son bureau à La Haye en 2005. Elle m'a dit que Paul Kagame lui avait dit, en la regardant droit dans les yeux,
que vous n'êtes pas venu ici pour mettre les rebelles Tutsis du FPR en accusation. Il a dit ça au procureur Carla Del Ponte. D'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir une réconciliation si on si on ne trouve pas la vérité ou si on ne parle pas, cependant qu'avec autant de secrets? Mais il est difficile d'avoir une réconciliation au Rwanda sans vérité. Vous savez, en Afrique du Sud, on avait mis en place ce qu'on a appelé la commission Vérité et Réconciliation. Aujourd'hui, au Rwanda, on est loin de la vérité et très loin de la réconciliation. Or, ce qui vient de se passer et le signal qui a été donné récemment par le président Macron avec ce voyage qui a été effectué au Rwanda éloigne les Rwandais de la réconciliation. Pourquoi? Une petite explication. Eh bien, le président Macron a parlé que des victimes Tutsis. Bon, je vous ai dit en début d'émission qu'il y avait 3 groupes ethniques au Rwanda. Il y avait les Hutus, les Twa et les Tutsis. Il y a des enfants, des couples mixtes, donc qui sont des enfants des Hutus et des Tutsis. Quand vous allez au Rwanda, dans un pays qui a connu une guerre civile atroce, où vous avez des Hutus qui ont perdu des membres de leur famille, des Tutsis qui ont perdu les membres de leur famille, des Twa qui ont perdu les membres de leur famille, et que vous ne parlez que des Tutsis, est-ce que c'est un discours qui est rassembleur? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que demain, justement, on risque d'accuser le président Macron d'aveuglement. C'est-à-dire qu'on dira, mais il y a un chef d'État français qui est arrivé au Rwanda, il était tellement aveuglé par le régime en place, le régime du dictateur Paul Kagame, qu'il n'a eu de mots et de pensées que pour les Tutsis. Or, ce que le président Macron ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, tous les Tutsis ne sont pas sur la même ligne que Paul Kagame. Il y a des Tutsis qui ont été victimes de la tragédie, qui sont en exil aujourd'hui et qui réclament la vérité sur toutes les victimes. Donc, il y a des bons Tutsis et les mauvais Tutsis. Donc, quand on va au Rwanda, et c'est pour ça que j'ai dit que je pense que ses conseillers lui ont fait des notes qui ne sont pas très correctes et très objectives. Parce que si on lui avait fait des notes objectives, il aurait eu un mot non seulement pour toutes les victimes, mais j'ai remarqué, et ça c'est quand même très étonnant, qu'il a oublié les victimes françaises. Il y a 3 Français qui ont été tués dans l'attentat, il y a 3 autres Français qui ont été tués après l'attentat. Donc on ne peut pas oublier ces gens-là quand on est président de la République de la France et qu'on va parler sur un dossier dans lequel les Africains et les Français ont été tués. On ne peut pas oublier ces compatriotes. Et là, je suis frappé de constater qu'il n'y a pas un mot pour les familles françaises qui ont été victimes de l'attentat ou victimes des massacres. Je vous recommande son ouvrage de Charles Onana qui était avec nous, Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994. C'est aux éditions de l'Artilleur. C'est passionnant. Faites-vous votre propre avis. Merci, monsieur Onana, d'avoir pu prendre le temps de nous expliquer les mécanismes qui sont liés à ce sujet. Merci.